Alors, bonjour et merci d'être présent en live donc, sur cette session autour de la sécurité et de la gouvernance de la donnée. Dans cette session, on vous propose de faire un tour d'horizon d'une part de notre solution unifiée pour la gestion des données d'entreprise qui est Microsoft Fabric et d'autre part, notre solution de gouvernance des données pour gérer et régir vos données, qu'elles soient locales ou multi-cloud. Pour cela, je suis en compagnie de Marc et Pierre. Pierre et Marc, si vous voulez vous présenter. Bonjour à tous, donc Marc Adjet, je suis Cloud Solution Architect, donc un collègue de Romain, et donc nos spécialités c'est Data and AI. Et Pierre Toudé, moi je suis technicien spécialiste sur toute la partie Data and AI aussi. Vous avez vu, on a mis nos plus belles chemises pour vous. On a plutôt l'habitude d'intervenir sur le club Azure Insiders Data, venant tout droit de la data. Au fait, je m'appelle Romain Caceres et je suis Cloud Solution Architect sur la data. Mais aujourd'hui, on nous a invités sur le club sécurité pour parler de la gouvernance de la donnée. Alors, on va commencer. Les architectures et les plateformes de données évoluent, tout comme les défis en matière de sécurité, de gouvernance et d'accessibilité. Le passage d'une architecture sur site à une architecture cloud, d'utilisateurs sur site à des utilisateurs géographiquement distribués et toujours connectés, de solutions monodépartementales à des architectures de lacs de données, voire de data mesh, finalement oblige les organisations à repenser complètement leur approche de la sécurité et de la gouvernance. La sécurité et la gouvernance de données sont des enjeux majeurs pour les organisations. Comment assurer la protection, la qualité, la traçabilité et la conformité des données tout en favorisant leur usage et leur valorisation à l'intérieur de l'organisation? Quels sont les outils Microsoft, les fonctionnalités, les bonnes pratiques pour mettre en place une gouvernance de données efficace et sécurisée? On va tâcher d'y répondre. Alors, avant ça, regardons l'état du marché de la data. Beaucoup d'outils, de solutions, et finalement, on retrouve chez nos différents clients beaucoup de ces solutions. Ce qui fait que la complexité à gouverner et à manager de telles architectures fragmentées est plutôt complexe. Alors, chez Microsoft, nous avons l'Intelligence Data Platform pour ambition d'accélérer l'innovation, la prise de décision grâce à une plateforme de données qui est unifiée. On y retrouve des solutions qui vous permettent de supprimer les points de friction entre vos bases de données, votre analytics et vos systèmes d'intelligence artificielle, ou encore des outils tels que Purview pour cartographier et gouverner l'intégralité de votre infrastructure de données. Nous allons, encore une fois, dans cette session, faire un focus sur la partie Microsoft Fabric et Microsoft Purview. Commençons avec Microsoft Fabric. Donc, c'est une solution SaaS couvrant tous les besoins d'analyse de la donnée. Vous connaissez sûrement Power BI qui existe maintenant depuis une dizaine d'années. Microsoft Fabric est un peu plus récent, JM depuis novembre dernier, mais finalement inclut quelques fonctionnalités qu'on connaissait et notamment Power BI. Alors ici, dans une petite démo, on fait le tour de Microsoft Fabric, dans laquelle on aura différentes expériences. On va pouvoir travailler avec les données dans un lakehouse, avoir notre fameux OneLake pour stocker toutes nos données d'entreprise. On va pouvoir les enrichir avec différentes expériences, que ce soit du code first ou avec des développements low-code, no-code. Ici, on voit par exemple la création d'un semantic model depuis le service Power BI, la création d'un rapport que vous connaissez sûrement, et puis sa consommation à travers différents outils, encore une fois plutôt familiers, tels que PowerPoint ou à travers Outlook, pour consommer toutes ces données. On verra qu'il y a Microsoft Purview, une version allégée intégrée directement à l'offre Microsoft Fabric, et sans oublier nos fameux copilotes qui vont nous permettre d'accélérer nos développements, d'apprendre et aussi de découvrir peut-être des insights sur notre jeu de données, donc plutôt intéressant. Alors, si on revient un petit peu en arrière, si on fait un parallèle avec Microsoft Fabric et une machine, un PC. Donc, on a un compte de stockage sur notre machine. Dans Microsoft Fabric, on a le OneLake. Et d'ailleurs, il y en a un pour le tenant. Un peu comme votre OneDrive, où vous y stockez vos fichiers d'entreprise, dans le OneLake, on va y stocker nos données d'entreprise. On va avoir les Universal Capacities, un peu comme vous avez de la RAM, du CPU sur votre machine, dans Microsoft Fabric, on va consommer des capacity units. Et toutes les expériences consommeront ces capacités units. On va avoir différentes couches d'administration, de gouvernance, de sécurité à travers les workspaces, à travers la sauvegarde de nos développements dans un Git repository, etc. Et au-dessus, comme dans une
machine, comme dans votre PC, vous avez des applications. Eh ben, c'est pareil, dans Microsoft Fabric, on a des applications qui vont nous permettre d'enrichir, transformer et analyser les données, telles que Azure Data Factory, pour création de pipelines, de transformation, d'ETL, ELT, la couche Data Engineering avec notamment des notebooks, si on travaille plutôt en Python, Data Science, la création de modèles de machine learning. Si on est plutôt SQL-like, on va travailler dans des warehouses ou encore dans les lakehouse. Et puis, on va pouvoir travailler avec des objets qui arrivent en temps réel, travailler notamment avec Power BI et créer des alertes sur nos données pour éviter d'être toujours derrière elles. Alors, voici à quoi ressemble le flux de nos données dans Microsoft Fabric. On a des données qui arrivent en temps réel, on a des données qu'on peut mirrorer. Par exemple, une base de données Snowflake qu'on souhaite incrémentalement charger dans un warehouse. On peut laisser les données là où elles sont aussi, et du coup créer un shortcut, par exemple, sur un stockage Amazon S3. On crée un shortcut, on les rend donc accessibles depuis Fabric, alors qu'elles sont toujours sauvegardées côté Amazon. Et on peut aussi charger les données, donc à travers des pipelines, des data flows, suivant nos connaissances techniques. Dataflow, ça va être un outil plutôt low-code, où on n'a pas besoin de coder pour intégrer, transformer les données, plutôt notebook, si on souhaite faire du code first en Python. Toutes ces données arrivent dans notre fameux OneLake, au format Delta Parquet, donc supportant l'acidité des transactions. Et puis après, on a différentes couches, différentes expériences pour enrichir, transformer ces données. Ce service évolue tous les mois, donc on a un article qui présente les nouvelles fonctionnalités du mois. Ces articles s'allongent de plus en plus au vu des nouvelles fonctionnalités. Et il faut savoir que depuis 7 ans, Microsoft est élu leader et aussi visionnaire sur toutes les plateformes, que ce soit BI et Machine Learning. Alors, dans cette session, on va parler de la sécurité. Il faut savoir que Microsoft Fabric utilise un modèle de sécurité qui est multicouche et qui nous permet donc de définir des autorisations minimales, mais nécessaires à accorder aux utilisateurs. On va évoquer la partie réseau, authentification, la partie sécurité au niveau du tenant, des capacités, des workspaces, des différents types d'objets ou encore des expériences. On va voir qu'on a de la sécurité plutôt granulaire, soit au niveau des lignes, soit au niveau des objets, des colonnes, et on finira par la gouvernance dans Microsoft Purview, offrant une carte holistique de votre paysage de données. On a glissé quelques démos dans les slides, et là, je vais laisser la main à Marc pour présenter la périmétrique sécurité. Alors, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous, pour l'écran? OK. Donc, on va parler de Perimetric Security. Donc, on va commencer sur des généralités, sur la partie PaaS, et puis on arrivera rapidement sur la partie SaaS qui nous intéresse avec Fabric. Alors, la partie PaaS est toujours d'actualité et bien implantée chez nos clients. Et en fonction, on va dire, du curseur des entreprises, avec des sécurités plus ou moins restreintes, on va avoir généralement, dans le monde PaaS, on va vouloir déconnecter au maximum la sécurité, en tout cas les assets de la data platform d'Internet. Comment on va faire? Donc, je mets sur un use case simple. Je suis développeur. Je veux pouvoir accéder du coup à mes ressources. Donc là, pour le coup, c'est du Synapse. Pour ça, je vais accéder à mon Customer VNet, donc à mon VNet sur Azure, et je vais me connecter de façon simple, soit via un VPN, ou soit si vous avez des express routes dans vos entreprises pour pouvoir se connecter au VNet. Et ensuite, via les private endpoints, je vais pouvoir avoir accès à mes différents assets. Alors, ça peut être par exemple le front-end d'un Synapse pour pouvoir avoir le Synapse Studio et puis commencer à développer sur Synapse en tant que développeur, accéder à mes moteurs, le dedicated pool, enfin tous les moteurs de Synapse, et à mes storage accounts. Donc, avec ça, je vais le faire via le private endpoint. Ensuite, si je veux faire des pipelines de données, donc aujourd'hui, on a ADF, qui est notre orchestrateur de données. Donc, j'ai des data sources qui sont à l'intérieur d'un firewall ou que ce soit on-prem ou même sur Azure, mais toujours protégé par des VNet. Je vais utiliser ce qu'on appelle un Self-Hosted Integration Runtime, qui est un soft que je vais installer du coup sur ma VM ou sur on-premise pour pouvoir accéder à mes data sources on-prem et donc pouvoir transférer ces données-là. Donc, il y a bien une copie de données à ce moment-là. Donc, je copie ces données-là dans mon Synapse, dans mes différents moteurs.
Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment pipeline de données. Ensuite, côté Power BI, donc tout à droite, on se rapproche de la partie SaaS qu'on va voir juste après. Le paradigme est différent. Là, je vais vouloir ouvrir finalement le front-end Power BI sur Internet et finalement les clients, les consommateurs des reporting y accèdent et c'est l'Entra ID qu'on va voir tout à l'heure, et l'Entra qui va sécuriser finalement ces connexions-là. Et là, par ailleurs, si je veux pouvoir récupérer des données dans Power BI, que ce soit en direct query ou ce qu'on appelle le mode import, je vais utiliser une gateway, toujours avec cette notion de private endpoint, pour pouvoir rafraîchir mes données et y avoir accès. Voilà. Donc là, on est dans un paradigme SaaS, PaaS. Et là, si on passe justement à la partie SaaS, là, le paradigme est différent, où là, on ouvre finalement le front-end sur Internet et on va avoir les points de terminaison et l'accès qui seront protégés par l'Entra ID. Donc là, toutes les communications entre les différents moteurs et le OneLake se feront au travers les backbones Microsoft, puisque l'infrastructure, que ce soit la partie stockage, la partie moteur ou même Power BI, sont sur la même infrastructure. Donc on est interne sur les backbones Microsoft. Et là, pour le coup, les utilisateurs qui vont vouloir utiliser Power BI, ils vont directement récupérer les données depuis OneLake. Et là, plus de copies comme les pipelines qu'on a vu précédemment, puisque tout est déjà sur l'infrastructure de Fabric. Voilà. En termes on va commencer par de sécurité. On a des mécanismes. Donc, on a parlé tout à l'heure de Microsoft Entra qui va nous sécuriser toute cette partie-là. Et on va avoir ce qu'on appelle du conditional access. Alors là, on est vraiment dans l'inbound, c'est comment accéder à Fabric. Et donc, le conditional access, il va s'appuyer sur 3 piliers. Ce qu'on appelle, vous connaissez tous maintenant, le MFA, le Multi-Factor Authentication. Donc, vous utilisez certainement déjà l'application Microsoft ou en tout cas d'autres mécanismes pour avoir une authentification forte. Donc, il y a ce premier pilier-là. Ensuite, il va y avoir l'enrôlement et comment truster finalement les devices. Et donc, on est capable d'aller sécuriser et de dire uniquement les devices de l'entreprise ont le droit, et donc qui sont enrôlés par exemple dans un Intune, vont avoir le droit finalement d'accéder à Fabric. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième, ça va être tout simplement de la restriction, soit par location, uniquement un pays, par exemple, a le droit d'accéder à mon front-end Fabric, ou des ranges d'adresse IP que vous pourrez configurer comme vous voulez. La documentation Microsoft est très bien faite sur la partie conditional access pour Fabric. En fait, c'est assez simple. Il faut vraiment créer une policy globale pour l'ensemble des services qui sont Power BI Service, le storage, SQL Database et Azure Data Explorer. Et à partir de là, on va pouvoir rajouter le conditional access que j'ai indiqué tout à l'heure via les trois topics, la location, le device et les user identity. Comme vous savez, chez Microsoft, lorsque vous créez un ticket, généralement, donc le support discute avec vous du ticket. Et on est assez autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir accès à vos données pour pouvoir traiter vos tickets. D'ailleurs, soit dit en passant, quand le support regarde le ticket et donc vos ressources Azure, il va s'appuyer sur la télémétrie qu'on va avoir et qui s'appuie sur Data Explorer, sur la custo database que vous avez d'ailleurs dans Fabric. Donc, on va pouvoir faire du troubleshooting, etc. Depuis cette base de données-là. Néanmoins, pour X ou Y raison, on peut aussi avoir besoin des données et d'accéder à vos données. Donc, pour ça, on va avoir l'activation de la Customer Logbox. Et là, finalement, ça ne va pas se faire de manière transparente. Ce n'est pas parce que vous activez cette logbox que tout de suite, le support va pouvoir avoir accès. Il va y avoir un système d'approbation où on va vous demander l'accès et le support va vous demander l'accès. Vous allez l'autoriser. Ils vont faire les actions qu'ils ont à faire et ensuite, ils vous redonnent, vous restreignez l'accès derrière ou en tout cas, vous redemandez une approbation s'ils ont besoin. Voilà, donc c'est Customer Logbox pour des cas particuliers, pour le support, pour accéder à vos données. Et ensuite, on est toujours en mode dans la partie inbound. On va avoir les service tags. Les service tags, c'est pour activer les connexions depuis Fabric. Donc, vous avez, par exemple, on le voit ici, j'ai mon VNet,
j'ai mon NSG qui est restreint côté Internet. Néanmoins, on va autoriser le trafic vers Fabric et donc vers finalement les service tags. Plutôt que d'aller whitelister des ranges d'adresses IP, là, c'est Microsoft qui va maintenir pour vous ces ranges-là. Et donc, c'est beaucoup plus facile en termes de maintenance d'autoriser du trafic entrant et sortant entre votre VNet, donc là où vous avez toutes vos ressources, et Microsoft Fabric pour pouvoir échanger les différents types de services et de données. Donc là, aujourd'hui, sur les types de services qu'on va aller devoir whitelister, au niveau du tagging, il va y avoir Data Factory, il va y avoir l'EventPug, il va y avoir Power BI, tous les services Power Query, Custo pour les bases KQL que vous allez pouvoir autoriser. Voilà. Si je refais un petit récap, finalement, parce qu'on a dit beaucoup de choses, donc sur la partie inbound, vous avez, donc je répète ici, la partie conditional access qui s'appuie sur le triptyque qu'on a vu tout à l'heure, qui est le network, l'application et le device, et évidemment la sécurité les groupes de sécurité, pardon. Et vous avez pour pouvoir accéder du coup aux shortcuts et à tous les mécanismes que vous avez sur Fabric. Et il y a aussi une possibilité, c'est de l'Azure Private Link qui vous permet de sécuriser et de privatiser votre Power BI/Fabric. Alors cette fonctionnalité est restrictive parce que vous ne pouvez pas le faire uniquement pour Power BI et pas d'autres workloads dans Fabric. Soit vous décidez de tout restreindre, soit vous autorisez tout et vous utilisez les mécanismes qu'on a vus là. Ça va dépendre toujours pareil, du curseur que vous avez dans les entreprises. Après, notre paradigme est plutôt de dire, pour Fabric, comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans un mode SaaS et vous allez vous appuyer sur nos mécanismes avec Entra pour pouvoir sécuriser, et plus tout ce qu'on a vu juste après, pour sécuriser vos données dans Fabric. Voilà. Alors si on a parlé d'inbound, on va parler maintenant d'outbound security. Donc là, on va faire un peu le fil historique de ce qui s'est passé, de toutes les interconnexions et la sécurité qu'on a mis au fur et à mesure dans Fabric. On a commencé forcément par voir les connectivités avec tous nos services PaaS. Alors vous savez qu'on est intégré on a une forte intégration avec Databricks et puis avec nos produits et avec forcément Synapse qui est notre précédente, en tout cas notre data platform PaaS que nous avons actuellement. Ensuite, en termes de pipeline, on a, vous le savez, dans Fabric, plusieurs possibilités pour faire, on va dire, des tâches similaires. Donc, j'ai les data flows qui me permet de faire de l'ETL et de ramener de la donnée. Et là, on a une gateway qui a été GA en novembre qui nous permet d'aller récupérer par flux sécurisé les données sur des VNet ou bien toujours pareil, de l'on-prem vers Fabric. Et donc vers OneLake, in fine. Et donc, on a aussi la VNet Data Gateway, qui est finalement la même que celle que vous avez dans Power BI pour les deux, que ce soit l'on-prem ou la VNet Data Gateway, qui permet d'aller sécuriser les échanges et les flux. La VNet Data Gateway va s'appuyer sur votre capacité Fabric que vous avez déjà, comme vous le faites, comme ce qui est disponible sur Power BI. La différence, et vous allez le voir sur la partie pipeline, c'est que là où on avait avec Data Factory un self-hosted runtime, donc qui était une gateway spécifique pour Data Factory et une autre pour Power BI. Là, maintenant, l'on-prem Data Gateway va faire le boulot des deux softwares. Donc, plus besoin d'avoir deux softwares, vous en avez un seul, que ce soit pour les pipelines, pour Power BI, pour sécuriser vos flux, vous allez utiliser l'on-prem Data Gateway. Et pour Fabric, Spark, vous avez aussi les Managed Private Endpoint qui vous permettent, depuis vos clusters Spark, d'attaquer des data lakes sécurisés et donc d'avoir ce canal privé entre les deux et donc de ne pas être obligé d'exposer finalement le data lake au public network et côté sécurité. Ensuite, donc c'est une des démos que je vais vous montrer juste après. Attention par contre aux capacités, parce que la majorité des couches de sécurité qu'on a ajoutées dans Fabric, que ce soit par exemple les Managed Private Endpoint ou ce qu'on appelle les Trusted Workspace Access, sont disponibles qu'à partir d'une F64. Donc si vous voulez, par exemple, je veux créer un shortcut, donc je veux pointer sur un data lake qui est externe, et je veux que ce data lake soit sécurisé et ne pas l'ouvrir vers l'extérieur, je vais pouvoir créer un Trusted Workspace Access qui va me permettre d'autoriser uniquement le workspace Synapse
Et donc, seul le Workspace PDM aura le droit de se connecter à mon data lake pour faire tout le travail que j'ai à faire sur mes données. Et donc, depuis mai, on a rajouté les shortcuts sur Amazon, sur GCS, donc sur des shortcuts Google, et tout ce qu'on va appeler S3 compatible, qui sont la possibilité depuis un réseau privé, un peu comme ce qu'on a sur toutes les gateways, et donc la possibilité de se connecter sur des réseaux privés. La gateway va pouvoir se connecter et faire un shortcut sur le S3. Donc, je prends un exemple, j'ai un data lake, j'ai un lakehouse, je veux pointer sur une donnée S3 compatible qui est dans un réseau sécurisé, je vais pouvoir le faire au travers ma gateway. Donc, c'est les démos qu'on va faire juste après. Donc, dans cette première démo, je vais prendre un cas simple. Je crée un workspace. Donc, dans ce workspace que j'ai appelé Fabric Insider, je vais pouvoir rattacher une capacité. Donc, assez simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui va être notion de sécurité qu'on va voir là, il me faut une F64. Donc là, je suis sur Azure, j'ai ma capacité F64 qui est en North Europe et qui est donc prête à être utilisée puisqu'elle est démarrée. Une fois que j'ai fait ça, je valide ma création de workspace qui est attachée à ma capacité Fabric F64. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller créer un lakehouse sur lequel, justement, l'idée, c'est de traiter des données de manière sécurisée. Voilà, donc la création du lakehouse se fait avec le SQL endpoint qui est attaché au lakehouse. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller créer un shortcut depuis un storage account, un data lake, et le faire de manière sécurisée. Donc là, je retourne sur Azure, je vais aller sur un storage account. Là, l'idée, c'est d'aller finalement prendre un fichier Delta Parquet qui est dans mon storage account. Donc là, je vous montre que pour le moment, on est dans un cas assez simple. Je suis dans un réseau ouvert. Donc le storage account est accessible depuis l'extérieur. Donc ça va être assez simple. Je vais pouvoir créer le shortcut et je vais attaquer les données qui sont ici, qui sont donc des données un fichier parquet, Delta Parquet de données de vente. Donc là, je vais le faire assez simplement. Je retourne sur mon data lake, je crée mon sorteuse. Romain en a parlé tout à l'heure, j'ai plusieurs possibilités, mais là, je vais utiliser l'ADLS Gen 2. Et donc là, je vais retrouver ce que j'ai vu tout à l'heure au travers Azure, au travers le portail Azure. Je vais mettre mes informations de connexion, le DFS, le lien DFS, et surtout utiliser un compte. Donc là, pour le coup, pour pouvoir donner accès à mon data lake, j'ai les airbags qui vont bien sur mon compte en tant que data contributeur pour pouvoir lister et puis les données et puis les avoir. Voilà, donc là, je suis sur mon data lake, j'ai mon shortcut et donc j'ai bien tous mes conteneurs et je vais ajouter ma table Delta Parquet. Voilà. Donc là, je pointe sur mon data lake sur cette table-là et je suis capable de la requêter de manière simple. Et là, je suis ouvert puisque mon network aux côtés de mon data lake est ouvert. Maintenant, on va faire plus compliqué. Je ferme ce data lake en termes de network et je ne peux plus y accéder depuis l'extérieur. Donc là, je teste, je suis sur mon portail Azure, j'essaie de me connecter sur ce conteneur, je ne peux pas parce que c'est restreint à niveau firewall. Donc je ne peux pas y accéder depuis l'extérieur. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir y accéder depuis Fabric via ce qu'on va voir tout de suite. Donc, au niveau de sécurité, je vais aller sur les workspace settings de mon workspace et je vais activer ce qu'on appelle le workspace identity. C'est ça qui va me permettre, de manière sécurisée, d'aller me connecter à mon data lake sans passer par le public network finalement. Donc, une fois que j'ai fait cette création, l'idée c'est de retourner, on va le voir, dans mon storage et d'aller autoriser ce workspace, Trusted Workspace, à accéder à mon data lake. Donc là, je vais sur le networking. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle les ressources instances. Donc, ces ressources instances vont me permettre d'aller autoriser mon workspace. Donc là, je vais taper Fabric. Pour le moment, on ne peut pas le faire encore avec l'interface. Je vous montre que ça va être disponible. Pour l'instant, on va le faire avec un custom template qui va me permettre de rajouter finalement ce workspace ID et de l'autoriser. Et donc, Fabric et mon storage account seront capables de discuter ensemble au niveau network. Je vais rajouter le workspace ID de ma capacité Fabric, c'est ce que j'ai là. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je le rajoute dans mon code et je vais créer donc, ce custom template qui va m'instruire ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire la possibilité d'autoriser niveau network uniquement mon workspace ID à se connecter. Voilà, donc là, c'est ce que je fais là. Je crée le custom template.
Et une fois que j'ai créé ce custom template, vous allez voir, ça va s'instruire. À terme, vous n'aurez pas besoin de créer ce custom template, vous aurez juste à renseigner l'ID. Mais là, pour l'instant, on est obligé de le faire par le code, puisque la fonctionnalité vient de sortir. Voilà. Donc là, je crée le custom template et je l'applique. Et vous allez voir qu'une fois que c'est complété, si je reviens sur le ressource instance, j'ai bien l'ID de mon workspace que je viens d'instruire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, vous allez voir que si je rafraîchis ma page, j'ai bien accès à ma table Delta depuis Fabric, depuis mon workspace. Et pour autant, si je retourne sur mon interface Azure, niveau network, je n'y ai pas accès. Il est fermé. Voilà. Donc, c'est un des moyens de sécuriser mon data lake et d'y accéder en tant que shortcut depuis Fabric sans avoir à ouvrir publiquement le data lake. La deuxième démo, donc c'est un autre data lake. Et là, l'idée, c'est de pouvoir faire exactement la même chose, mais d'utiliser du coup les clusters Spark pour pouvoir requêter et donc faire des notebooks et faire des data frames et requêter mon data lake. Donc là, j'ai créé un autre conteneur et c'est bien un data lake différent. Et donc, j'ai un fichier parquet. Voilà, donc ce fichier parquet, là, toujours, je suis dans des conditions, on va dire, assez simples. J'ai ouvert le réseau. Donc là, si je retourne sur Fabric, que j'ouvre mon notebook, on va le voir, je vais faire, voilà, je fais une ligne assez simple où je fais un data frame, je lis mon fichier parquet, je rajoute le conteneur et le nom, le DFS plus le nom de mon fichier. De manière simple, quand je vais sur le data frame, je vais pouvoir requêter la donnée du fichier parquet. Maintenant, plus dur, je décide, comme tout à l'heure, de fermer mon data lake au niveau network. Donc là, on va aller créer ce qu'on appelle des manage private endpoints qui vont me permettre d'y accéder. Donc là, on voit bien que je viens de fermer et logiquement, je ne peux plus y accéder lorsque je lance mon notebook pour pouvoir requêter mon fichier parquet. Donc là, je retourne dans les settings de mon workspace, qui est, je le rappelle, attaché à ma capacité Fabric en F64. Et donc, j'ai Network Security. Je crée ce fameux Manage Private Endpoint. Pour ceux qui ont fait beaucoup de Synapse, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que je vais lui donner le resource ID de mon storage pour lui dire, bah voilà, la target du storage et l'identifier. Donc là, c'est ce que je fais là. Je vais dire que c'est un storage, forcément, un data lake Gen 2. Et je vais lui donner un message d'approbation que je vais devoir valider de l'autre côté au niveau du firewall, enfin du storage et du network du storage. Voilà. Donc je le dis autorise-moi, je retourne côté Azure et je vais autoriser finalement ma demande de manage private endpoint vers ce périphérique, vers cette ressource. Et donc là, si je vais dans mes private endpoint connection, vous allez voir, donc là je suis fermé, mais je vais dans mes private endpoint connection, si je rafraîchis, voilà, j'ai la demande de connexion et la demande du manage private endpoint. Donc forcément, je valide, j'approuve, donc c'est assez simple, je reçois le message et je l'approuve. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ce manage private endpoint qui est ce lien sécurisé entre mon cluster Spark et qui vient sur mon notebook et ce storage, et donc pour pouvoir requêter mon fichier parquet. Je lance, et là je vois, vous allez voir, je vais lancer, et là je vois que ça marche toujours pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, là je suis sur des ressources mutualisées niveau Spark, et donc au niveau des clusters Spark, je suis sur des ressources partagées, et ça ne fonctionnera pas. Il faut créer son propre cluster Spark à partir de Fabric pour pouvoir y accéder. C'est ce que je suis en train de faire là, je crée un nouvel environnement, j'ai mon propre cluster Spark, et là, du coup, quand je vais relancer, vous allez voir, donc là, bon, je vais pas configurer le détail je vais pas fine-tuner le compute que je vais vouloir prendre, mais là, je vais du coup prendre mon propre cluster Spark et relancer la session. Alors là, attention, c'est le revers de la médaille. Si vous avez déjà utilisé Fabric, quand je suis en starter pool avec les clusters Spark mutualisés, je vais mettre à peu près 30 secondes pour pouvoir ouvrir une session et commencer à requêter. Là, c'est vrai que lorsque je vais créer je vais utiliser mon propre cluster Spark, ça va prendre 2 minutes 22 pour démarrer et puis pour lire le data frame qui est sécurisé, qui est derrière le fichier parquet. Voilà. Voilà pour moi, voilà les démos. J'espère que c'est simple. N'hésitez pas à poser des questions derrière et je laisse la main à Romain.
Super, merci Marc. Donc, je présente mon écran. Je pense que c'est bon. Donc, dans Microsoft Fabric, tout comme dans Power BI, on va travailler dans des workspaces. Donc, on va parler là ici de la sécurité des objets à l'intérieur de ces workspaces et plus précisément, on verra des fonctionnalités avancées pour la sécurité granulaire. Donc, on peut voir les workspaces comme des dossiers. On va donc avoir un premier niveau de sécurité où on va définir un certain nombre de rôles à des utilisateurs ou à des groupes de sécurité au-dessus de ces workspaces. Rappelons que les workspaces sont faits pour les équipes qui veulent collaborer. On va avoir d'autres systèmes pour partager à la plus large audience comme les apps. Dans un workspace, il y a donc ces 4 rôles, admin, member, contributeur, et on voit ici certaines de leurs permissions. C'est en fait un peu plus complexe puisqu'il y a plein d'expériences dans Microsoft Fabric et du coup, en fonction de ces expériences, un member va avoir plus ou moins de droits. Vous pourrez retrouver cet article dans la documentation. Ici, on va voir un premier élément de sécurité au-dessus de notre One Lake, au-dessus de notre Lakehouse. Ce qui va nous permettre au plus bas niveau, à savoir là où sont stockées nos données, de définir des accès à des utilisateurs. Il faut savoir que plus je vais bas dans, disons, la hiérarchie, eh bien, tous les autres workloads utiliseront la sécurité que j'ai implémentée au plus bas niveau, ce qui est pertinent pour éviter de la répliquer. Hein. Donc, les rôles d'accès aux données permettent d'appliquer un contrôle d'accès basé sur des rôles airbag à vos données ici stockées dans le OneLake. En plus de cette sécurité au-dessus des workspaces, on va voir la sécurité des éléments qui offrent du coup un accès encore plus fin, individuel, pour donner un espace de travail, non pas un espace de travail, mais donner des droits à un objet dans un espace de travail à des personnes. Il y a un mécanisme de sécurité qui contrôle l'accès aux objets de bases de données telles que les tables, les vues, les procédures, et en fonction des privilèges ou des rôles des utilisateurs, ils vont pouvoir interagir et les manipuler, ce qui permet finalement d'intégrer une sécurité et une confidentialité au niveau des schémas de base de données. Côté SQL Endpoint, puisqu'on en a plusieurs, on va au-dessus du Lakehouse ou du Warehouse, on va retrouver la sécurité fine au niveau des colonnes pour empêcher l'affichage de colonnes, ou au niveau des lignes, on appelle souvent ça le Row Level Security, le RLS, et on a aussi ce qu'on appelle le data masking, le masking dynamique des données, pour empêcher l'affichage de données sensibles en utilisant des masques comme les adresses email ou encore les numéros. Côté Power BI, on retrouve bien entendu le RLS, l'OLS. Donc on va voir ça en démo. D'abord, première démo, c'est sur le warehouse et on va regarder qu'est-ce que le data masking. Donc, j'ai ici créé une table qui s'appelle employé data dans laquelle j'ai inséré, j'ai créé ici le schéma de cette table avec, on le voit ici, des fonctions de masking. Il en existe un certain nombre par rapport au type de données qu'on souhaite insérer. J'ai inséré 2 lignes, je suis administrateur, donc je vois tout et je ne vois aucun masque appliqué à mes données. Ici, on voit qu'on peut donner accès, révoquer accès ou encore activer, transformer une colonne pour supporter le data masking. Donc maintenant, je vais me connecter à un utilisateur, Léo, qui a accès uniquement en lecture. Bien évidemment, si j'ai un accès supérieur, la sécurité ne sera pas appliquée. Donc ici, on retrouve le SQL Endpoint. Je suis ici dans l'interface de Azure SQL Data Studio et je suis connecté à ce SQL Endpoint. Léo fait une query et vous voyez que le masque est appliqué à certaines colonnes. Et ici, le salaire, je l'avais mis en random. Donc à chaque fois que Léo fait une requête, le salaire est random. Point d'attention. Si on ne met pas d'autres couches au-dessus du data masking, ça n'est finalement pas très sécure puisque vous voyez qu'avec des requêtes ad hoc, ici avec une clause where sur le salaire, j'arrive finalement à voir le salaire. Donc si on n'embête pas cette fonctionnalité de data masking dans une solution où on ne permet pas les utilisateurs de faire leurs requêtes ad hoc, on voit les limites un peu de la fonctionnalité. Maintenant, parlons du row level sécurité. Je suis administrateur, je suis connecté à mon warehouse, je crée un schéma sales, je crée une table order et j'insère des commandes effectuées par des utilisateurs. L'idée étant que certains utilisateurs voient uniquement les commandes qu'ils ont effectuées et l'administrateur voit les commandes de toute l'entreprise. Donc, je crée une règle de sécurité où si je suis admin, je bypass la security policy. La policy étant on, si je suis administrateur et que je fais une requête, je vois toutes les commandes. Maintenant, connecté à Léo, mais là, depuis Power BI,
des scopes, je me connecte à mon OneLake Data Hub, à mon SQL Endpoint de mon warehouse, et donc je devrais voir uniquement les commandes que Léo a effectuées. Donc, plus on définit la sécurité au plus bas niveau, plus après les différentes expériences en bénéficient. Et ici, en effet, je suis Léo, je ne vois uniquement les commandes de Léo. Pour vérifier, si je mets en off la sécurité et que je rafraîchis mon visuel, on va voir que Léo maintenant a le droit de voir tout. Voilà. Au passage, on effectue une requête DAX, mais aussi Direct Query, puisqu'on accède au RLS depuis le SQL Endpoint. Alors maintenant, parlons de la sécurité des données dans Microsoft Fabric. Le OneLake est unique pour l'organisation, on l'a dit, et il est automatiquement provisionné au-dessus d'un tenant. Il est construit sur Azure et peut stocker tout type de fichiers, structurés ou non, ainsi que les objets tels que les entrepôts de données, les lakehouse. Il prend en charge les mêmes API et SDK que ADLS Gen 2 et il est compatible avec les applications existantes, y compris Azure Databricks. On va voir qu'il y a des chemins aussi entre Microsoft Fabric et Databricks. Au repos, toutes les données dans le OneLake ou le Semantic Model sont chiffrées à l'aide de clés gérées par Microsoft. Les clés sont alternées de manière appropriée selon les exigences de conformité. Les données du OneLake sont cryptées et déchiffrées de manière transparente à l'aide de cryptage AES 256 bits, l'un des chiffrements les plus puissants et conformes à la norme FIP. Actuellement, Power BI supporte le CMK, ce qu'on appelle le Customer Managed Key, où les clients peuvent avoir leurs propres clés managées pour la sauvegarde des données at rest, ce qui n'est pas le cas actuellement pour les données du OneLake. Parlons maintenant des données en mouvement. Lorsqu'elles sont utilisées et transformées, les données sont déchiffrées, mais jamais persistées en l'état. Les données en transit sur l'Internet public entre les services Microsoft sont toujours chiffrées au moins avec du TLS 1.2. La télémétrie de la plateforme est conçue pour être conforme aux réglementations en matière de données et de confidentialité pour les clients de toutes les régions où Fabric est disponible, y compris en Europe. Étant donné que Microsoft Fabric est un service Azure Core Online, il est aussi conforme au RGPD. Les fonctionnalités copilotes, on va en parler, utilisent Azure OpenAI et donc contrôlées par Microsoft et dans la même région que votre capacité. Vous gardez donc le contrôle sur l'endroit où vos données sont traitées. Vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles et ne sont pas disponibles pour d'autres clients. Justement, parlons de ces fameux copilotes. On a vu qu'il y en avait pour toutes les expériences. Donc, on l'a dit, les données traitées par copilote dans Fabric restent dans la région géographique de votre tenant ou de votre capacité, sauf si vous autorisez explicitement le traitement des données en dehors de votre région. Par exemple, pour permettre à vos utilisateurs d'utiliser Copilot lorsque Azure OpenAI n'est pas disponible dans votre région ou que la disponibilité est limitée en raison de forte demande. Donc, on l'a vu, ces différents copilotes permettent d'interagir avec les différentes expériences, de découvrir de l'information, de nous faciliter et nous accélérer les développements. Ici, on voit différents exemples, ici par rapport à la création d'alertes, ici par rapport à la création de pipelines de transformation et d'enrichissement des données, ce qui nous permet ici de rajouter des colonnes, donc très facilement, ou encore d'exporter ces données-là dans un repository spécifique, de générer pour nous des requêtes SQL ou encore des requêtes en Python permettant l'entraînement d'un modèle, la data visualisation et au-dessus de mon Power BI, pourquoi pas lui demander des informations sur mes données pour découvrir des insights ou encore nous faciliter la vie pour l'accélérer les prises de décision en faisant des summarisations de nos données. Ici pour la création d'alertes ou la capacité depuis peu maintenant de créer un chatbot en quelques clics au-dessus de nos données qui sont sauvegardées dans notre OneLake, ce qui vous permet après de consommer ce chat depuis différents endroits comme votre application ou encore, on le voit ici, dans un Teams. Maintenant, qu'en est-il de la sécurisation des données? Non pas des données, mais des développements. Donc, on va avoir la capacité au-dessus d'un workspace de le synchroniser avec un Git repository afin de sauvegarder l'historique des développements, pour peut-être collaborer avec différents développeurs, d'utiliser les pipelines de déploiement pour déployer d'un environnement à un autre les différents
objets. Okay, j'avais réalisé une session sur le DataOps qui est disponible, on vous partagera les slides. Il est possible de backuper un sémantique model dans un ADLS Gen 2 et donc de le restaurer. Il est aussi possible, grâce à l'intégration de Microsoft OneLake pour les modèles sémantiques, de sauvegarder les données d'un sémantique model dans des tables Delta sur le OneLake. L'activation du Disaster Recovery entraînera la réplication automatique des données, mais uniquement celles du OneLake, vers une région secondaire. Parlons maintenant du partage, ce qui est un gros sujet, mais rapidement, on va pouvoir partager à l'externe du contenu via notamment Microsoft Entra B2B, qui nous donne un cadre et des fonctionnalités permettant de partager du contenu avec des utilisateurs qui seraient invités. C'est une fonctionnalité qui est plutôt appréciée de nos clients car un utilisateur invité disposant déjà d'une licence Power BI Pro ou PPU sur son tenant peut la réutiliser dans le vôtre. C'est plutôt intéressant. Il est possible aussi de partager l'accès à un lakehouse et de partager les données d'un tenant avec des utilisateurs d'un autre tenant. Et les données sont partagées sur place, c'est-à-dire qu'ils restent là où elles sont et restent disponibles dans un autre tenant. Donc plutôt intéressant. Maintenant, je vais laisser la main à Pierre pour nous parler de la solution de gouvernance Microsoft Purview. Maintenant que nous avons vu la partie sécurité au travers de Fabric, on va voir la partie gouvernance. Le but, c'est de reprendre un peu de hauteur par rapport à cette sécurité, comment on va gérer les assets dans Fabric, etc., via l'outil de gouvernance de Microsoft, qui est Microsoft Purview. C'est important, Microsoft Purview a énormément évolué cette année, et c'est un seul bundle, une seule offre SaaS qui couvre 3 aspects importants de la data. Le premier, la sécurité de données. Dans ce cas-là, on ne va pas parler de sécurité sur les assets qui fabriquent, etc. Non, c'est un accès sur la donnée qui est plutôt lié au monde Office. Ça, on a 3 principaux fonctionnalités, le Data Loss Prevention, Insider Risk Management et Information Protection. On va voir juste après un exemple, mais le but c'est vraiment de protéger à la fois les données, à la fois les fichiers qui peuvent être utilisés au travers des données, etc. Par exemple, on peut prendre un rapport Power BI, l'exporter en Excel, et du coup, on perd le lien de qui va consommer le fichier Excel, comporte des données importantes. Et le but c'est que ce type d'outil vous puisse supporter ça, ce point-là. La partie, on va dire sécurité, et la partie auditabilité de ces différents éléments. Le second point, c'est la partie data governance. Ça, c'est vraiment important, c'est de se dire, bah oui, j'ai pas mal d'assets côté Fabric. J'ai aussi d'autres data plateformes, des données qui sont on-prem, sur AWS, sur Azure, sur GCP. Et le but, c'est d'avoir, est-ce que je peux avoir un cockpit global pour pouvoir avoir le linéage global de toutes les données, savoir où sont mes données, comment elles sont classifiées et comment je vais pouvoir les rechercher. C'est très important cette partie. Et le dernier, on est aussi lié au monde Office, c'est la partie Risk and Compliance. Le but, c'est de pouvoir offrir un cockpit global pour à la fois gérer la compliance, le discovery de tous vos assets, etc. Et tout ce qui est data lifecycle, etc. On va surtout se pencher sur les 2 premiers aspects, la partie data security et la partie data governance. Donc, si je reviens sur la partie data security, ce qui est important, c'est on prend un cas simple, c'est de se dire, quand vous utilisez Office, par exemple, ou un Teams, ou un mail, on peut classifier les données. Donc, pour ce faire, on va utiliser les labels de sécurité. Et le but de ce type d'outil, c'est de le mettre à la fois au niveau de Fabric et à la fois au niveau du monde Office. Et que ces mêmes labels de sécurité peuvent être utilisés tout au long de la vie de la donnée. Donc, par exemple, je peux créer un lakehouse hautement confidentiel dans Fabric. Tous les objets qui vont aller lire les données dans ce lakehouse vont être automatiquement labellisés du même label hautement confidentiel que je définis dans mon lakehouse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai au niveau de la plateforme Fabric, mais aussi qu'on va consommer la Fabric et les données après Fabric. Donc voilà, si on exporte en Excel, si on l'utilise dans un PowerPoint, et ben en fait, directement, le PowerPoint va être classé hautement confidentiel. Si quelqu'un voudrait par exemple l'envoyer par mail à un externe, il ne pourra pas, parce que le fichier a été classé hautement confidentiel. Et idem, on pourrait même aller encore plus loin, de se dire, ben, en fait, j'interdis même la dépose dans un Google Workspace, Google Drive par exemple, ou même sur un Dropbox. Ça pourrait être interdit via des règles de Data Loss Prevention. On pourrait vraiment le voir dans cette partie-là. Oui, on parle de Data Security, mais c'est un peu le garde-fou global sur l'accès à la donnée. On peut, même si j'ai un droit d'accès à la donnée, si je ne peux pas avoir les données hautement confidentielles, bah, ça va me bloquer. Je ne pourrais pas consommer ces données-là, ni la partager, ni l'extraire à notre entité. Maintenant, on va parler de la partie Data Governance. Il y a eu énormément d'évolutions sur Microsoft Purview depuis mars
Avant, on avait un outil de data catalog très IT orienté, dans le sens que on scannait beaucoup d'assets techniques et on recherchait des assets techniques. Là, il y a une grosse évolution dans le sens que maintenant, on ne va plus non plus rechercher des assets techniques, mais le but, on va pouvoir donner des notions business dessus. Pourquoi? À la fin, les utilisateurs, on a différents types d'utilisateurs sur tout cet outil de data catalog. D'un côté, on va avoir l'IT qui est plutôt de se dire, bah, tiens, j'ai besoin d'avoir une donnée, comment je vais la récupérer pour la consommer, la traiter de mon côté et la remettre à disposition d'autres personnes. Et le business qui veut directement consommer la donnée. Et eux, ils ont plutôt la notion de data product, de se dire, bah non, je ne me connecte pas à SAP, à une base Oracle, non, je me connecte à les données RH, à les données financières. Quel que soit où est stocké ma donnée. Moi, ce qui est important, c'est je me connecte à une donnée RH. Pourquoi? Parce que bah, j'ai un contenu associé. C'est ça qui est important. Pour ce faire, on va avoir à la disposition différentes fonctionnalités associées. Un qui est vraiment la partie data catalog. Donc, comme je disais, c'est là où vous allez déclarer tous les objets business associés. Donc, les business domaines, qui est un peu la vue all-up de vos objets, quand vous allez définir l'organisation business de votre entreprise, avec différents niveaux de hiérarchie. Les états product. Donc, ça, c'est vraiment la clé de ce nouveau système, dans le sens que les gens vont rechercher un data product. Et un data product, qu'est-ce que c'est? C'est une définition, c'est des règles métiers, c'est de la qualité de données, et c'est surtout le fait qu'on a intégré plusieurs data assets. Voilà. Si par exemple j'ai plusieurs rapports Power BI, une base SQL, bah, je vais dire, moi j'ai un data product RH qui contient plusieurs rapports et plusieurs éléments SQL. Et les gens vont voir que le data product, et derrière ils vont pouvoir souscrire au data product. Donc on est vraiment une orientation data marketplace, ça peut servir tout ce qui est data mesh, etc., mais dans le sens que, bah oui, au lieu d'aller chercher des assets techniques, non. Un data product, je souscris, je vais pouvoir souscrire pour une durée limitée, j'ai accès à la souscription, on m'octroie le droit, je vais consommer la donnée en sous adjacent. Voilà. Mais dans tous les cas, j'ai cherché un produit RH ou financier. Alors, tout ce qui est lié à data management, donc c'est le troisième point, sur le fait qu'on va pouvoir définir des règles de qualité. C'est important, c'est que les règles de qualité pourront être définies par le business. Le but, c'est vraiment d'offrir une observabilité de vos données. Non plus pour modifier la donnée, mais de se dire, bah oui, quelqu'un fait les traitements sur les données. Est-ce qu'au final, ce que j'ai en résultat, est-ce que je vais consommer, correspond à mes critères de qualité? Donc, dans ce cas-là, les utilisateurs finaux vont pouvoir définir leurs propres règles business, les interfaces en clic-bouton, et pouvoir récupérer les résultats. Se dire, bah oui, ma règle de qualité, elle a 60% d'utilisation. Voilà. Mon score, etc. Et le dernier point, c'est le data estate health. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a parlé de l'observabilité des données, la qualité des données, et là, le data estate health, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt la qualité du métadonnées. C'est de se dire, bah oui, on crée un data catalogue, mais même un data catalogue doit respecter certaines règles de complétion. Dire, bah tiens, un data product, par exemple, doit être au moins renseigné sur le contenu. Quel est le contenu du data product? Il faut au moins un asset de données associé. Sinon, le data product ne promeut rien du tout. Voilà. Et en fait, toutes ces règles de qualité du data catalog sont définies par vous-même. Par défaut, Microsoft en fournit, mais vous allez pouvoir suivre vos propres règles de gestion. Et surtout, vous avez accès à tous les rapports pour pouvoir le suivre. C'est important, toujours pareil, c'est le suivre pour pouvoir améliorer le data catalog au fil de l'eau. Encore une fois, le data catalog est vivant. Ce n'est pas juste une vision à un instant donné, il vit au fil du temps, à soit par rapport aux données qui arrivent et aussi par rapport aux nouvelles données, aux nouveaux utilisateurs qui ont consommé la donnée. Et pareil, comme on l'a dit, c'est que Purview est un cockpit global. Donc sur la même interface, vous allez avoir à la fois la partie Information Protection, la partie Data Loss Prevention, qui est de se dire, bah oui, je peux détecter le fait que quelqu'un upload des fichiers hautement confidentiels, voilà, on va pouvoir le récupérer, et tout ce qui est audit. Ce qui est intéressant, c'est que l'audit, on va avoir toutes les informations de qui fait quoi sur les différentes plateformes, que ce soit Fabric, Purview ou même Office. Et vous aurez vraiment la traçabilité de A à Z, toutes les actions des utilisateurs. Voilà une petite vidéo pour vous présenter Purview et surtout les interfaces. Donc là, c'est une vidéo de présentation, mais c'est la seule que j'ai trouvé qui est assez facile à appréhender, se dire bah, comment on va pouvoir jouer avec les données. Donc de base, c'est vraiment, on focus sur l'accès à la donnée pour les utilisateurs finaux. C'est vraiment ça qui est important, c'est comment je vais accéder aux données pour les utilisateurs finaux. Attendez un tout petit peu. Donc, la notion de data product, la notion de tout ce qui est compliance, comme je vous l'ai dit, le fait qu'on va avoir des copilotes qui seront intégrés dans Purview pour pouvoir créer les assets ou rechercher des assets, c'est ce qui est important, et sur le fait qu'on est en mode data mesh. Donc, on va pouvoir avoir un environnement fédéré où on va pouvoir avoir différents types de profils qui vont travailler sur les données complémentaires. Voici l'interface Data Catalog. On recherche, on a toutes ces informations de métadonnées qui sont associées à un produit, on associe des assets, on a la partie qualité,
On a un formulaire pour rechercher l'accès directement. Et ensuite, on a un moteur de recherche pour les data products, tout simplement. Et le plus important, c'est le copilote, qui peut vous expliquer ce que c'est un data product, comment le rechercher, est-ce qu'il est bon, comment je vais pouvoir créer des nouveaux assets, etc. Et toute la partie auditabilité de votre data catalogue. À la fois savoir qu'est-ce qui ont été fait comme action et la qualité de votre data catalogue. Tout ça est fourni sur la même plateforme en mode SaaS, infusé par Copilot. Vous voyez, le switch était important, un peu comme ce qui a été fait entre Synapse et Fabric, dans le sens que on fait nos produits qui sont vraiment très orientés business. Oui, l'IT peut très bien travailler sur ce type de produit. Pourquoi? Parce qu'il va aller scanner des informations, mettre le linéage, etc. d'un point de vue technique. Mais le but, c'est d'offrir aussi au business le même type d'interface pour qu'eux aussi puissent aller rechercher la donnée et la consommer. Le but, c'est, encore une fois, consommer la donnée, quel que soit le profil fourni. Maintenant, si on en revient plus par rapport à Fabric, Purview. Ce qui est important, c'est que Purview est automatiquement intégré à Fabric. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de scanner quel que soit sur Fabric. Tout ce que vous allez faire sur Fabric sera directement visible dans Purview. Purview permet surtout d'avoir une vue holistique. Parce que dans Fabric, vous allez avoir le lineage, etc. Mais Purview complète ce lineage. Parce que, par exemple, si vous avez un Snowflake ou un Oracle, dans Fabric, vous allez juste avoir la vue du lineage, de la classification dans Fabric. Et là, Purview vous étend cette vue globale. C'est ça qui est important, c'est comment je vais pouvoir faire communiquer les deux produits. Donc là, comme vous voyez, une grande partie des fonctionnalités de Purview sont déjà disponibles dans Fabric. La partie audit, la partie sécurité, la partie lineage. Mais comme je l'ai dit, Purview, le but, c'est de l'étendre à d'autres produits de la donnée et ajouter d'autres informations. La partie policy, comment je vais pouvoir accéder à mes données sur une période de temps, quels sont mes workflows de validation. La partie catalogue, qui est vraiment un métadonnées, je vais pouvoir rechercher dessus, etc. Et les deux fonctionnent très bien ensemble. C'est pour ça que là, si on revient dans Fabric en tant que tel, vous avez à disposition déjà des éléments qui sont intégrés dans Purview. Un, le OneX Data Hub, donc qui est vraiment le moteur de recherche et d'exploration des assets de Fabric. On est limité à Fabric, parce que Purview offre la vue holistique. La partie endorsement, c'est plutôt comment on va pouvoir montrer qu'un asset est utile pour une entreprise, dire bah tiens, c'est mon lieu de vérité, je le promeux au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont se connecter à un dataset ou un rapport pour Value, ils vont savoir de dire bah oui, celui-là, il est validé par l'IT, il est consommé par tout le monde, je vais pouvoir l'utiliser. Et le dernier qui est le lineage, qui est intéressant, que dans tous les cas, les utilisateurs qui vont consommer des objets dans Fabric pourront savoir d'où viennent les données. Et eux-mêmes, s'ils mettent à disposition un modèle de données, savoir qui le consomme, par quel espace de travail et quels sont les objets qui sont consommés. C'est important. On a à la fois l'image et l'analyse d'impact associée. Ensuite, on va plus sur la partie monitoring qui est plus intéressante sur les administrateurs de Fabric, les administrateurs de capacité, parce qu'à un moment donné, oui, Fabric fait des capacités, il faut savoir les monitorer. Qu'est-ce que c'est le monitoring? C'est savoir le nombre d'utilisateurs que j'ai. C'est très important pour connaître l'adoption en fait de Fabric en termes d'utilisateurs, quels sont les workspaces utilisés, est-ce qu'il y a certains rapports qui sont jamais utilisés au sein de l'entreprise, peut-être dans ce cas-là on pourrait les supprimer, etc. La partie monitoring hub, pareil, le but c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. On a pas mal d'assets dans Fabric, du Spark, du Data Factory, etc. Je peux savoir à un instant donné quels sont tous les workloads qui sont en cours d'exécution, leur historique, etc. La partie capacité metrics. Donc là, on est vraiment sur le fait qu'on va pouvoir auditer les performances de nos différents nœuds de calcul Fabric. De se dire quels sont les composants qui consomment le plus. Est-ce que c'est plutôt le back-end consomme ou le front-end? Donc le front-end, c'est plutôt les utilisateurs qui vont consommer des rapports Power BI. On a vraiment le distinguo des deux. Quels sont les objets qui consomment le plus, etc. Et le dernier qui est le Purview Hub. Donc là, on est vraiment sur ce que met à disposition Purview. Globalement, c'est les labels de sécurité. Parce que, comme je l'ai dit, dans Fabric, on a les labels de sécurité. Donc on peut savoir quels sont le nombre d'objets qui sont labellisés, lesquels ne le sont pas, etc., etc. Et dernier, donc là, on est plus sur la partie compliance liée à Fabric et aussi Purview. Ce qui est important, c'est que Fabric est compliant sur pas mal de systèmes et de standards. Les derniers sont tout ce qui est lié SOC 1, SOC 2, SOC 3. Donc ça, c'est déjà compliant. Pareil sur la partie IPA, dans le sens que on est sur la partie santé. Vous allez choisir le lieu de résidence de vos données, ça c'est important. Comme on le disait juste avant, le OneLake est une vue virtualisée de plusieurs ADGN2 disponibles dans Azure. Les gens ne vont juste voir un point d'entrée et OneLake. C'est tout. C'est juste que vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous allez héberger les données. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'une offre SaaS
on enlève cette complexité. Non, je pose un peu plusieurs URL parce que j'ai plusieurs des Gen 2 comme ce qu'on aurait avant. J'ai une seule URL, c'est juste je vais pouvoir me connecter à différentes données, quelles que soit où elles sont. Le deuxième qui est la partie audit, et avant de se dire, je peux loguer tout ce qui se passe sur ma plateforme en tant que tel. Et vous avez aussi le Fabric Carrier Hub. Vous allez avoir tout donc un site internet qui est bien évidemment managé par Microsoft, où vous allez avoir souvent on nous demande où aller trouver de la doc, comment faire pour se former, etc. En fin de compte, sur Fabric, et on a la chance, et bon, de manière générale chez Microsoft, on a de la chance d'avoir beaucoup de documentation. Et dans tout ce qu'on a montré aujourd'hui, vous allez le trouver dans la doc et via ce Fabric Carrier Hub. Vous avez notamment la possibilité de vous certifier sur la DP600 qui vous permet de voir tous les modules dont la partie sécurité.